Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement. Et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Bonjour tout le monde. Bienvenue à cet entretien avec Larry Tremblay, présenté dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Nous sommes présentement dans la réalité à la Maison de la littérature, mais aussi sur Facebook. Donc, salut à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui en présence ou virtuellement. Avant de commencer, je tiens à remercier BCF Avocats d'affaires, qui est le partenaire présentateur des entretiens des journées de réflexion du Festival Québec en toutes lettres. Mon nom est Christiane Vadnet et je vais avoir le plaisir aujourd'hui de discuter avec Larry Tremblay de son œuvre littéraire qui est protéiforme et notamment d'une obsession qui traverse aussi cette œuvre-là, qui est celle du corps, qui est très présente dans son dernier livre qui paraît cet automne, Tableau final de l'amour. Bonjour Larry. Bonjour Christiane. Bonjour tout le monde. Donc, Larry, tu es présent dans le milieu du livre, du théâtre depuis très longtemps. Je te présente tout de même, écrivain, metteur en scène, acteur, spécialiste de Kathakali, dans ce théâtre classique étudié lors de voyages en Inde et que tu contribues à faire connaître au Québec, car ce n'est pas une sorte de danse dont on entend souvent parler ici. Publié plus d'une trentaine de livres comme auteur dramatique, romancier, poète, essayiste, des œuvres qui ont été traduites dans une vingtaine de langues et évidemment des pièces produites dans de nombreux pays également. Donc, on aura l'occasion de traverser les plus récentes de ces œuvres aujourd'hui. Tout d'abord, Larry, j'aimerais qu'on entre dans ce festival avec le vers de Marie Huguet qui a été choisi comme thème, qui est tout un voyage est resté en nous. Donc, c'est le Festival Québec en toutes lettres a choisi ça pour mettre en lumière un peu ce qui reste de la pandémie aussi en nous lecteurs, en nous artistes. Et toi, Tremblay, que restera-t-il de la pandémie dans ton œuvre? Écoute, j'espère qu'il ne restera pas de masque. Je suis vraiment un peu tanné d'avoir toujours des masques sur moi, surtout que parfois on est obligé d'en porter de façon métaphorique. Ben voilà, des masques métaphoriques, ça, il y en aura toujours. Hein. Mais quoique, en théâtre, on a l'habitude d'avoir un masque qui sourit ou qui pleure. En fait, c'est le symbole du théâtre, le masque qui sourit ou qui pleure. Et puis, bon, le théâtre vient des Grecs, et les Grecs portaient des masques pour jouer aussi des cothurnes. Les masques, finalement, ça ne nous fait pas peur, mais des masques pour la pandémie, je pense que là, on en a ras-le-bol. Oui, c'est sûr. Surtout que le mien, rentrant ici, son élastique a cassé. Je pense que ça doit être un signe que ma tête est plus capable. Mais non, c'est sûr. Puis en plus, ben, c'est ça, en théâtre, il y a eu beaucoup de... On en parlait juste avant d'entrer ici, il y a beaucoup de choses qui ont été reportées, qui ont été reprises plus tard. En même temps, l'actualité s'infiltre souvent dans tes livres. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait un jour t'inspirer ou pas du tout? Souvent, en fait, j'ai plutôt dans le sens prémonitoire des choses. Oh. Parce que j'ai terminé cet été une nouvelle pièce de théâtre, Coup de vieux. Et ce sont des personnages, il y a 6 personnages, 3 hommes, 3 femmes, et ils discutent entre eux, et ils vont discuter pendant, disons, 2 heures, et pendant ces 2 heures de discussion, ils vont vieillir de 50 ans. Donc, et j'ai commencé cette pièce avant la pandémie. Et déjà, dans cette discussion, on parlait de virus et de vaccins.
Et de coups de vieux. Et des coups de vieux. Là, j'avais l'impression que j'avais une antenne je sentais que ça allait venir, mais je ne voulais pas que ça vienne, mais c'est venu. Bon, ben Larry, on te demande d'écrire toujours sur des sujets joyeux dorénavant. Voilà. Donc, non, là, j'aurais envie d'écrire une comédie musicale ou quelque chose de farfelu, de joyeux, quoi. Ah ben c'est bien, la littérature va être festive après tout ça. Moi, Oui, je pense oui. qu'on en a besoin. Oui. Ben, en fait, j'aime bien travailler aussi d'un pôle à un autre. Comme là, je termine une bande dessinée pour les enfants, 5, 6, 7 ans. C'est pas moi qui fais les illustrations, évidemment, mais j'ai écrit l'histoire et j'adore me mettre dans la peau des enfants, dans cet imaginaire, dans cet étonnement, émerveillement. Les enfants sont d'excellents spectateurs. Enfin, les adolescents, c'est plus difficile, là. Je dis toujours à ceux qui me demandent des conseils que pour écrire pour les ados, c'est compliqué parce que ça bouge vite. Un ado, c'est bourré d'hormones. Et c'est en crise d'identité permanente. Les enfants, une fois que si le texte est bon ou le spectacle est bon, ils vont rentrer dedans tout de suite. Et ça me fait beaucoup de bien de travailler pour les enfants, de penser, de m'adresser à eux. Ça me repose. Ben c'est bien. Puis en fait, c'est vrai, on n'en a pas parlé dans ta présentation, mais tu as aussi cette écriture-là pour les jeunes. Puis là, la bande dessinée, ça, c'est nouveau. En fait, oui, j'avais commencé avec Même pas vrai, qui est pour tout le monde, en fait, mais c'est l'histoire d'un petit garçon de 7 ans qui a un micro imaginaire dans la main et qui transforme tout ce qu'il vit dans sa journée en petits reportages, ce qui peut parfois exaspérer sa maman ou son papa ou ses amis, et parce qu'il a quand même des idées parfois assez saugrenues. Et suite à ça, j'ai eu envie de continuer. Donc, j'ai écrit une pièce pour ados qui est devenue aussi une BD, Le garçon visage disparu. Oui. Et là, maintenant, c'est Marco Bleu. Donc, c'est encore le petit personnage de Marco qui était dans Même pas vrai, que je lui ai fait vivre une autre histoire. Alors, il dessine un personnage, c'est un Marco Bleu, c'est un extraterrestre, c'est son ami imaginaire, mais il prend forme, il prend vie, puis il s'en va sur sa planète. Et c'est une planète où il n'y a que 2 jours par semaine, le samedi et le dimanche. Oh, belle planète. Et puis, Marco Bleu, il a sa fête tous les samedis. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de cadeaux. Et Marco, lui, est un petit peu jaloux, parce que franchement, lui, il a un cadeau seulement une fois par année. Une utopie, on appelle ça, finalement. Fait que voilà, moi, je me mets à la place d'un enfant, je me dis, j'aimerais bien que ma fête soit tous les samedis. Ben écoute, on peut. Alors, Larry Tremblay naît tous les samedis de chaque année. Justement, c'est intéressant que tu abordes le fait que tu travailles sur une bande dessinée actuellement parce que ton œuvre est tellement, je le dis d'entrée de jeu, protéiforme. Il y a des romans, il y a de la poésie, il y a du théâtre, il y a vraiment. Donc, moi, je me demandais, quand tu commences à écrire un projet, j'ai lu que tu commences d'abord par entendre une voix, puis qu'ensuite, il trouve une incarnation. Mais comment tu fais pour choisir vers où se dirige le projet? En fait, les derniers projets que j'ai accomplis, je ne savais pas si c'était du théâtre, du roman ou autre chose. Tu parlais tout à l'heure du tableau final de l'amour. Au départ, moi, j'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans. J'étais en Inde, ou il y a 5 ans. Et je pense qu'au départ, je croyais que je faisais du théâtre, que j'écrivais une pièce, mais finalement, non, c'est un roman. Et L'Orangerie, au départ, c'était une sorte d'oratorio pour 2 voix. Et voulant le terminer, je me suis aperçu que ce n'était pas la bonne forme et que c'était le roman qui allait me permettre d'exprimer toute l'histoire, la tragédie, les conflits, tout ce qu'il y a à l'intérieur des personnages. Ça me prenait la forme romanesque. Donc, je le découvre au fur et à mesure. Mais au départ, je ne juge pas ce que j'écris. Il faut que d'abord, il y ait quelque chose sur le papier. Et après, je me gratte la tête, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis, parfois, je le jette à la poubelle. Parfois, je perdure dans mon sentiment qu'il y a quelque chose là. Je dois continuer à travailler, à enquêter mon travail. Et à un moment donné, je me sens assez en confiance pour peut-être commencer à réfléchir sur la structure, sur la forme et surtout sur la fin, parce que c'est toujours très difficile la fin. Moi, je suis un bélier, j'adore commencer, mais je déteste terminer. J'aime bien foncer,
Mais après, je m'ennuie, puis là, c'est comme si j'aurais envie de commencer tout de suite un autre roman ou une autre pièce de théâtre. Bon, j'ai réglé ce problème là il y a plusieurs années, parce que sinon, j'aurais pas... Avec le nombre de livres publiés, Oui, on espère. mais jeune auteur, je terminais rien parce que je voulais toujours commencer autre chose. Un peu comme un enfant qui a trop de jouets. Et puis, finalement, il va casser ses jouets parce qu'il en veut un autre. Alors, je me suis parlé, moi. Je me souviens, j'étais dans un avion. J'étais en tournée au Brésil. Et au retour du Brésil, je me suis dit, Larry, il faut que tu fasses quelque chose. Ça n'a pas de sens. C'est bon de se parler dans un avion parce que parfois, ça dure 7, 8, 9 heures. Là, tu as le temps de creuser le problème. Puis Pris avec toi-même. Oui. Tu t'es toi-même forcé à choisir. J'ai fait une micro-psychanalyse en avion. Et c'est là que j'ai décidé qu'il fallait que je calme mon bélier. Puis comment on fait ça? Comment t'as fait? J'ai compris qu'il fallait que je m'enracine quelque part parce que j'étais souvent en voyage comme acteur, comme metteur en scène. Et j'ai trouvé une maison de campagne et c'est là que mon œuvre a commencé à vraiment se concrétiser. Comme j'étais aussi prof d'université, je formais des acteurs, j'écrivais que l'été, j'avais pas le choix, j'avais pas le temps autrement. Et c'est donc grâce à un lac que je ne nommerai pas ici. On veut le garder secret? C'est un lac secret. En fait, moi, mes meilleurs alliés, ce sont les arbres. Les arbres et tout ce qui est liquide, les rivières, les ruisseaux, les étangs, les lacs. Ça me procure beaucoup de confiance et d'énergie. Et c'est ça qui me permet de ne pas subir de blocage d'écrivain. Donc, j'ai vraiment besoin de la forêt. D'être un peu seul, sans distraction aussi, c'est vraiment ce qui vient te chercher. Puis, justement, il y a une... Je ne sais pas si c'est une lecture qui est juste, mais la poésie semble être un peu première dans ton processus d'écriture, dans le sens où tu l'as déjà décrite comme étant un laboratoire où tu explores la langue. Est-ce qu'il y a toujours un peu d'exploration poétique à la racine de tous tes projets ou... Pas toujours, mais par exemple, pour le tableau final de l'amour, ça a commencé vraiment par la poésie. En 2012, j'ai publié 158 fragments d'un Francis Bacon explosé, c'est tout un titre là. C'est donc 158 fragments poétiques, tous inspirés par l'œuvre picturale de Francis Bacon. Si je n'avais pas écrit ce recueil de poésie, je n'aurais jamais écrit le roman Tableau final de l'amour, qui est autour de l'œuvre de Bacon et de sa relation avec un de ses modèles, George Dyer. Mais c'est donc l'approche poétique qui m'a permis d'écrire le roman, parce que c'est comme si j'avais trouvé un souffle, un lyrisme, une façon d'installer les sentiments humains dans la chair des mots, dans le vocabulaire et aussi dans les rythmes, la musicalité, les contre-rythmes, les syncopes, parce que j'aime beaucoup la musique et j'essaie qu'il y en ait dans mes textes. Donc, c'est grâce au travail poétique des 158 fragments que j'ai pu donner cette musicalité au roman. Oui, puis on va y revenir tout à l'heure. J'aimerais qu'on passe vraiment un bon temps à parler de cette diade-là que sont Tableau final de l'amour et les 158 fragments de Francis Bacon. Explosé, fragment explosé. Voilà, il va falloir que je le mémorise bien. Dans les dernières années, j'ai l'impression que tu as fait plus de romans que ce que tu faisais précédemment. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que c'est une impression que j'ai? C'est simple, et parce que j'ai quitté mon emploi de professeur à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Je l'ai quitté à l'âge de 55 ans. Et c'est comme ça que tout d'un coup, j'avais beaucoup de temps pour moi. Et le roman, ça prend beaucoup de temps. Et c'est tout simplement une question d'avoir le temps d'écrire des romans. J'ai l'habitude d'écrire des pièces de théâtre et je le faisais surtout l'été, comme je l'ai dit. Mais mon premier roman, ça m'a pris 12 étés. Oui, parce que tu as commencé à écrire du théâtre à la fin des années 70, puis ton premier roman, il est arrivé au début des années 90. Ouais, alors, c'est 12 étés. Ah, c'est 12 étés-là. Ça m'a pris 12 étés pour terminer Le Mangeur de bicyclette. Je trouve que pour quelqu'un qui avait de la difficulté à finir ses œuvres, c'est quand même pas mal. Là. Il y a une belle ténacité. Mais n'oublie jamais qu'entre-temps, j'écrivais toujours 1 ou 2 pièces chaque été aussi.
Mais le problème avec mon temps à l'époque, c'est que ça me prenait 2 semaines pour me rappeler ce que j'avais écrit, me mettre dans le bain, et puis il me restait 3-4 semaines, puis ensuite il fallait déjà repenser à préparer les cours et les réunions à l'université. Donc, donc c'est vraiment le temps un peu plus long qui te permet de Et après, je me suis dit, plus jamais ça. Plus jamais de professeur à l'université. Non, j'ai adoré d'être professeur. Ça a été un cadeau du ciel de pouvoir former des acteurs et d'avoir des collègues metteurs en scène et des théoriciens du théâtre. Non, ça a été formidable. Mais à un moment donné, quand on fait de la mise en scène, quand on joue, quand on écrit, quand on est sollicité aussi par plusieurs festivals ou événements, on a trop de choses, puis tu te dis, je ne suis pas obligé de tout faire dans ma vie. Alors, j'ai laissé tomber l'acteur, le metteur en scène, le professeur. Il reste l'écrivain, et puis j'en suis ravi. Je suis ravi qu'il reste encore quelque chose. Ben oui, c'est bien. Puis j'aimerais poser une question. On t'a souvent parlé justement de ta conception du théâtre parce que, justement, tu as enseigné, comme tu le dis, tu as été proche des théoriciens et tout ça. J'aimerais t'entendre un petit peu sur ta conception du roman. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une conception différente de ce que c'est un roman par rapport à une pièce de théâtre ou tu as juste l'impression de naviguer à travers les formes sans... Je dirais que le fait que j'ai été et que je suis toujours un homme de théâtre a influencé beaucoup ma prose et la structure de mes romans parce qu'ils sont très courts en général et ils sont basés sur le principe de l'économie. Donc, je coupe, j'enlève tout ce qui pourrait ralentir le rythme de la lecture. Il y a peu de personnages. Il y a toujours des dialogues, presque toujours des dialogues, parce que j'adore les dialogues, évidemment. Et je traque les mots inutiles. Parce que vous savez, au théâtre, le problème numéro 1, c'est l'ennui. On peut s'ennuyer très rapidement au théâtre. Alors, on apprend, nous, en écrivant des pièces, vraiment à tout de suite repérer ce qui pourrait faire tomber un spectacle. Des phrases trop longues, trop complexes, des personnages inutiles, des redondances, des répétitions. On dit non, là, le spectateur a compris, là, donc tu n'as pas besoin d'expliquer ça. Tu vois? Donc, il y a aussi une façon j'appelle ça la livraison d'informations. À quel moment tu vas livrer telle information au public ou au lecteur. Et si tu le livres, cette info, trop rapidement, le lecteur ou le spectateur va deviner, et donc il y aura moins de suspense. Et si tu livres ça trop tard, le spectateur va rien comprendre. Donc, cette économie théâtrale m'a permis d'écrire des romans assez courts, et dont la forme aussi souvent se rapproche de la fable, comme pour l'Orangeraie, comme pour le Deuxième Mari. J'aime bien la forme de la fable. Oui, puis en t'écoutant, je me disais, c'est vrai que les mots que tu mets sur la pureté de la forme, c'est vraiment ce qu'on sent dans tes livres, qu'il y a comme une direction qui est très claire, qui est très structurée. Justement, l'Orangeraie, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est un livre qui a été publié il y a déjà plusieurs années, qui a connu un succès fulgurant, l'histoire de 2 jumeaux qui vivent dans un pays en guerre qui n'est jamais nommé, qu'on imagine quelque part au Moyen-Orient. C'est une fable très dure parce que les enfants sont confrontés aux atrocités de la guerre. Ça a connu un succès vraiment fulgurant, c'est-à-dire que ça a été publié dans, je pense, une 20aine de pays. Un petit peu plus. Un petit peu plus. La conquête n'arrête jamais, en tout cas. La conquête n'arrête jamais. Et là, ça vient d'être adapté pour l'opéra par Chant Libre et le Nouvel Ensemble Moderne. Mais peut-être avant j'aimerais qu'on parle peut-être du processus de créer un opéra parce que tu y as été associé. Je me demandais justement avec l'Orangeraie, tu as voyagé dans plein de pays à la rencontre de tes lecteurs. C'est vraiment un succès formidable puis un peu universel jusqu'à un certain point, on a l'impression. Est-ce que dans les dialogues avec les jeunes ou les lecteurs de partout, tu as eu l'impression de comprendre qu'est-ce qui fait, quelle est la matière de ce livre-là qui est tant... je ne sais pas comment dire, universel, consensuel. Oui, en fait, je pense qu'il y a peut-être 2 choses qui reviennent. C'est d'abord la simplicité. C'est une fable simple, pas complexe. Les phrases sont assez courtes, les chapitres courts aussi. Je me suis mis, en l'écrivant, je dirais, au niveau de mes personnages principaux, les petits-enfants, ils ont 9 ans. La plupart du temps, ils ont 9 ans parce qu'il y en a un qui va vieillir, mais... j'en parlais tout à l'heure, me mettre à la place d'enfant, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup.
Là, c'est évident, c'est une tragédie, mais il fallait que je me mette dans la peau de ces enfants, parce qu'un enfant ne vit pas la tragédie comme va vivre le parent de cet enfant-là. Donc, c'est trouver un langage qui sonne juste. Et je me souviens que pour que le lecteur y croie à cette histoire, je mettais avant chacune de mes phrases dans ma tête à moi, il était une fois dans un pays que je ne nommerai pas. Tu vois, Raconter un peu toi-même une histoire. Je me racontais comme une histoire, comme si j'allais raconter aussi une histoire à des enfants. C'est une histoire cruelle, violente, mais avec un message de paix. Oui, tout à fait. Et c'est important qu'il y ait une lumière au bout de cette histoire tragique. Et je suis beaucoup fasciné par la tragédie grecque. Alors, ça revient souvent dans mes œuvres. Donc, il y a un côté grec. Les fables grecques sont universelles. Ça touche tout le monde. Et il y a aussi le travail poétique. Le fait de me dire « il était une fois », ça me rappelait un petit peu les contes des Mille et une nuits. Parce que c'est écrit en français, mais ça ne se passe pas dans un pays francophone. Alors, il fallait que je trouve une façon d'exprimer les choses un peu orientalement, mais sans appuyer. Donc, c'est une langue aussi qui n'est pas ancrée dans un territoire ou dans une époque particulière. Donc, c'est ça. Ouais, ça traverse le temps. C'est sûr qu'il y a une Jeep, il y a une mitraillette, donc il y a quelques petits mots comme ça qui disent au lecteur, ça pourrait être maintenant. Mais il n'y en a pas beaucoup de ces mots-là. Il n'y a pas de téléphone, par exemple. Je ne dis jamais qu'est-ce que les personnages mangent ou je ne décris pas leurs vêtements. Donc, ce qui fait que tout ce travail-là, c'est le lecteur, c'est la lectrice qui le fait. Inconsciemment ou en partie consciemment, mais je donne beaucoup de travail au lecteur, en fait. Et les lecteurs aiment travailler, manifestement. Non, mais c'est leur imaginaire qui est sollicité. Oui. Leur imaginaire et leur cœur aussi. Ce qui fait qu'il y a un contrat humain entre le texte et celui qui lit le texte. Oui, c'est vrai, puis c'est un livre qui dégage beaucoup d'humanité. Je trouve toujours un peu ça drôle de dire ça parce que nous sommes humains, on dégage de l'humanité forcément, mais oui, il y a beaucoup d'humanité, de douceur à travers tout ça. Puis, pour l'adapter en opéra, tu es l'auteur du livret. Il y a quelqu'un qui a à la musique, évidemment, Zad Multaka. Ce sera présenté d'ailleurs au Diamant les 5 et 6 novembre, cet opéra-là. Et tu avais déjà aussi créé un opéra plus tôt dans ta carrière, donc est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ça se passe, créer un livret d'opéra? Ah, c'est très excitant. c'est vraiment un beau cadeau. Le premier opéra que j'ai écrit, je l'ai écrit en anglais. Je l'ai intitulé « A Chair in Love », une chaise en amour. C'est un opéra comique et c'est complètement flagué parce que c'est une histoire d'un triangle amoureux. C'est un personnage qui s'appelle Truman. C'est un cinéaste très connu et il a toujours fait des films très, très réputés, très reconnus, mais il n'a jamais fait un film d'amour. Et il se dit, et puis en fait, il se pose la question, mais pourquoi? Et puis il s'aperçoit que sa vie est vide et qu'il n'a jamais aimé qui que ce soit. Et en chantant tout cela, parce que c'est le début de l'opéra, il chante « This morning, when I got up, I felt strange ». Alors, il tombe en amour avec sa chaise. C'est super. Est-ce que c'est réciproque? Oui, en fait, au début, la chaise, il veut s'asseoir sur elle, et puis elle lui dit « I'm not ready ». Oh! Je ne suis pas prête. La chaise est une soprano, et Truman est un ténor, et pendant que finalement la chaise va accepter, le chien de Truman assiste à la scène, et il est très, très jaloux de cela. Et donc, c'est vraiment un opéra comique un peu farfelu, comme vous voyez, mais qui a eu beaucoup de succès en Europe. On a fait 2 tournées en Europe. Et c'était aussi un opéra pour toute la famille, donc autant les enfants que les parents. Et ça a vraiment super bien marché. Et pour écrire ce livret, j'ai acheté un cahier, les notebooks, les cahiers de notes, non, comment on dit ça? Un calepin, voilà. Les plus petits que j'ai trouvés pour que mes phrases soient les plus courtes possibles. Donc, et comme c'est dans une langue, je ne suis pas totalement bilingue quand même, mais j'ai écouté, comme tout le monde, beaucoup de chansons en anglais. Donc,
je pense que tout ce que j'ai entendu des Beatles, des Rolling Stones, de Janis Joplin, en fait, la musique des années 70 m'a influencé pour écrire cet opéra. Donc, c'était le premier opéra que j'ai écrit. Puis pour l'Orangerie, est-ce que le livret vient en premier ou alors la musique? Comment vous travaillez? En fait, là, c'est que c'est très différent parce que c'est Pauline Vaillancourt qui m'a appelé. Elle adorait le roman. Elle a beaucoup aimé aussi le personnage de la maman dans le roman, Tamara. Elle s'est beaucoup identifiée à Tamara. Puis elle m'a appelé, elle m'a dit, je voudrais que vous fassiez un opéra, enfin que vous adaptiez votre roman en livret d'opéra. J'ai dit oui, je suis fou pour ça. J'ai dit oui. Et puis là, comme l'histoire existait déjà, il a fallu penser à qui va composer la musique. Et Pauline voulait absolument un compositeur qui soit francophone, donc qui comprenne bien le français, et aussi qui soit un petit peu de l'Orient. Et donc, on a pensé à Zad Moultaka, qui est franco-libanais et qui habite autant Beyrouth que Paris. Et il a vécu la guerre aussi, la guerre du Liban, il l'a vécu. Donc, au départ, quand il a reçu le roman, il n'a pas tout de suite accepté parce que ça lui faisait revivre beaucoup d'événements difficiles qu'il a vécu enfant au Liban. Et ça lui a pris un certain temps avant de dire oui, parce qu'il avait peur de revivre des événements tristes associés à la guerre. Mais il a finalement accepté, parce que le roman, comme j'ai expliqué tout à l'heure, se termine sur une note de paix, d'espoir. Et donc, voilà, il l'a fait. Et puis, on a commencé à travailler. Je suis allé à Paris, il est venu à Montréal. Et puis, la pandémie nous a retardés, comme a retardé beaucoup de choses, mais on l'a quand même fait. Ben oui. Puis justement, tu parles de cette matière-là de guerre qui se termine sur la paix. Tu as identifié l'Orangerie, l'œil soldat aussi, un récit poétique qui est du point de vue d'un soldat, d'un guerrier, et ta pièce Cantate de guerre comme étant une espèce de cycle qui se complète. Puis je me demandais justement, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser autant à ce thème de la guerre, alors qu'on peut imaginer qu'auteur né à Chicoutimi, justement, t'as pas ce passé-là. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce sujet? Oui, c'est vrai que j'ai fait une trilogie sur la guerre, là, un récit, une pièce et un roman. Mais là, c'est fini, là. Je n'en ferai peut-être plus. Mais je crois qu'on est tous interpellés par ce qui se passe dans le monde et surtout par les conflits tragiques. Et ce qui me chavirait, me bouleversait et m'interpellait, c'était le fait qu'il y a des conflits qui ne trouvent pas de solution. C'est-à-dire qu'on entend parler du conflit israélo-palestinien depuis des années. Maintenant, ce qui se passe en Syrie, ça fait des années qu'on bombarde, qu'il y a des civils qui sont tués. Même chose en Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vivent la guerre depuis tellement longtemps. Et je crois qu'un artiste et n'importe quel citoyen s'interroge, mais pourquoi? Et quand j'ai commencé à écrire ma pièce Cantate de guerre, j'étais dans cette réflexion. Et la réponse que j'ai trouvée pour écrire ma pièce, c'est que ces guerres perdurent parce qu'on transmet la haine. C'est-à-dire qu'on l'enseigne. On enseigne la haine comme si c'était une matière comme la géographie ou une langue, et on l'enseigne aux enfants. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. On n'en sort jamais. Donc, il faut briser cette chaîne, cette transmission de la haine, parce que souvent, on va déclarer que le voisin ou celui de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas un homme. Même s'il a un visage d'homme, c'est un ennemi, alors on peut le tuer. Et donc, on annule l'humanité de la personne pour pouvoir mieux s'en débarrasser. Et ça, si on le dit à un enfant, ça va être très difficile de lui enlever, parce que ça va être installé dans son cœur, dans son cerveau. Et donc, ma pièce est là-dessus aussi, sur la transmission de la haine. Et c'est pourquoi je pense qu'une pièce n'était pas suffisant, il fallait que j'aille plus loin. Et puis là, je n'ai pas fait le tour, parce qu'on ne fait jamais le tour d'un problème aussi grave. Mais comme je dis, j'ai besoin parfois d'aller aussi d'écrire des choses plus légères, plus colorées, plus farfelues. Oui, je comprends. Par contre, on arrive à Tableau final de l'amour qui n'est pas si léger et farfelu quand même, qui est l'histoire de la relation difficile, même parfois cruelle, là, entre le peintre Francis Bacon et son amant Georges Dayer, qui était aussi un criminel à la petite semaine. Tu avais déjà écrit, comme tu as dit, c'est ça, un recueil de poésie sur ce même peintre. Donc, qu'est-ce qui te fascine autant? Là, on est dans un cycle Francis Bacon, peut-être. Qu'est-ce qui te fascine autant dans ce peintre-là?
Ça remonte à loin, très très loin. Peut-être 35 ans, je ne sais pas. C'est un peintre qui me fascine, qui me provoque, qui m'interpelle aussi, qui m'interroge. Un peintre qui a traversé le siècle et les 2 guerres mondiales, qui a trouvé une façon lapidaire, une façon radicale pour exprimer l'horreur du XXe siècle à travers ces conflits. Et lui, il ne peint que le corps. Et il veut peindre le cri du corps aussi. Et il ne fait pas de paysage. Et en fait, il installe la tragédie dans le corps humain. C'est sûr qu'il y a eu dans les années 40, 50, 60 tout un courant de l'abstraction. On a déconstruit la figure humaine à tel point que beaucoup de peintres ne font que... Enfin, il y a des taches, des points. Enfin, il y a toute une déconstruction du corps. Mais lui est resté très fidèle à la figure humaine. Mais il n'a pas... Il n'aime pas l'illustration, il ne veut pas illustrer, il veut trouver une nouvelle façon d'exprimer la figure humaine. Et c'est en disloquant, en distorsionnant le visage et en installant, on pourrait dire, le travail du temps dans la chair. Et il utilise même le mot viande. Pour lui, le corps, c'est aussi de la viande. Et ça exprime bien le côté ardu et dur de l'humanité, parce qu'il ne veut pas qu'on oublie la part animale de l'humain, parce qu'il considère qu'il y a aussi l'animalité dans l'humanité. Et donc c'est un peintre qui est assez fracassant. Il y a sans doute aussi des gens qui pourraient avoir une espèce de sursaut, un retrait par rapport à une œuvre aussi violente. Dans mon cas, c'est l'inverse. Moi, ça m'a attiré tout de suite, ça m'a fasciné par sa radicalité. Oui, puis on le sent, puis on ressent très bien ça dans le recueil de poésie. En fait, un peu essayer de reprendre, j'ai l'impression, cette impression-là. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi, en fait, après avoir écrit ce recueil-là, tu ressentais aussi encore le besoin de parler de Francis Bacon? Qu'est-ce qui les différencie, ces 2 projets? Écoute, je ne le sais pas, Christiane. Je ne sais pas. Tu as toujours envie de parler de Francis Bacon, c'est ça qui arrive. Je ne sais pas. En fait, j'étais en Inde quand j'ai commencé ce travail, et c'est peut-être l'Inde, un pays qui me fascine toujours. C'est peut-être le fait d'être ailleurs, et au petit déjeuner comme ça, d'ouvrir son ordinateur, et puis tout d'un coup, j'ai commencé par la première phrase, l'incipit du roman, « Tu es venu pour me voler ». Et je trouvais que c'était un excellent début de roman. Et en fait, c'est inspiré d'une anecdote que Francis Bacon a racontée à des journalistes. Vous savez, je ne fais pas de recherche, moi, quand j'écris des romans ou des pièces. Si je sais, je n'écris pas. Il faut vraiment que j'imagine les choses. Alors, ça ne me prend pas beaucoup de choses pour pouvoir tout de suite partir dans un travail fictif. Mais j'avais quand même mémorisé une anecdote, parce que j'avais lu des entretiens de Francis Bacon, et il avait raconté qu'un soir, il était dans son atelier, il dormait, et il y a un cambrioleur qui est entré chez lui pour lui le voler, et finalement, au lieu de le voler, ils ont fait l'amour. Et donc, cette anecdote-là est véridique. Moi, je ne pense pas que ce soit véridique, mais c'est ce qu'il a raconté. C'est ce qu'il a raconté. Mais, oui. Mais j'ai trouvé que c'était un excellent début de roman. En effet, et c'est le début du roman. Donc c'est comme ça qu'en Inde, il y a 4-5 ans, j'ai écrit « Tu es venu pour me voler », je dormais dans mon atelier, salle étachée. Donc j'avais déjà une espèce de rythmique « Tu es venu pour me voler », je dormais dans mon atelier, salle étachée. Et cette musique-là, ces quelques notes m'ont permis d'écrire le roman. De démarrer. Ouais. Et puis... je voudrais faire un petit pas en arrière. Tu parlais de l'œuvre de Francis Bacon qui est très confrontante, en fait. Tu lui donnes ces mots aussi dans ton livre qui sont quand même confrontants aussi. La vérité, comme toute chose, produit des excréments et c'est l'art qui se charge de les ramasser et de les vendre et de les rendre admirables, quitte à forcer l'œil et à le faire saigner. On dirait vraiment que tu parles d'un tableau de Francis Bacon. Je me demandais... Quelle est la place pour toi de la laideur dans l'art? Parce que c'est un peu de ça, c'est un peu là qu'on arrive au malaise, à la laideur présente dans la peinture ou dans la littérature. En fait, c'est un questionnement qui traverse tout l'art du 20e siècle. C'est-à-dire qu'il y a tellement de tragédies, mais il y a tellement aussi d'œuvres d'art qui vont exprimer ces tragédies. Or, si les œuvres d'art
exprime de façon laide les laideurs, ben, il n'y aura pas d'œuvre d'art. L'œuvre d'art va esthétiser les cruautés pour créer une distance et pour amener les gens qui les contemplent à s'interroger aussi sur le mal et sur le bien et sur finalement la zone floue qui existe en tragédie entre le bien et le mal. Vous savez, dans un drame, on sait qui sont les méchants, on sait qui sont les gentils. Dans la tragédie, c'est plus compliqué que ça, et dans la vie de tous les jours aussi. Tous les jours, on a des conflits, on a des petites chicanes, des irritations, et souvent, on est porté à dire c'est l'autre qui est le problème, et on s'empêche de penser que c'est nous-mêmes. Mais c'est comme ça dans la tragédie aussi. Où est le bien, où est le mal, ça bouge. Et ça change avec le contexte, avec le climat, et le focus, le point de vue, la réflexion et les valeurs. Parce que on dit souvent, par exemple, que la vie, c'est une valeur suprême. C'est la valeur suprême. Eh bien non, c'est pas vrai du tout, parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas de guerre. Parce que la guerre, c'est de tuer des gens. Mais si c'était vrai que la vie est la valeur suprême, ben, je pense qu'on n'aurait pas de guerre et puis on arrêterait de produire des mitraillettes, des tanks, des bombes, mais on ne fait que ça. Et il y a beaucoup de pays qui font énormément d'argent en faisant des armes, en vendant des armes. Et ces armes sont faites pour quoi? Pour tuer. Donc, lorsqu'on analyse les valeurs humaines, on doit aussi se poser la question, est-ce que c'est une illusion, un mensonge? Oui, puis c'est pas. D'ailleurs, Tableau final de l'amour, c'est pas un livre où c'est si clair que ça. Comment dire, qui sont les gentils et qui sont les méchants. Là. C'est très complexe. Francis Bacon apparaît comme un personnage très complexe. D'ailleurs, tu dis pas faire beaucoup de recherches, puis tu as dit aussi que ce que tu avais essayé de faire, c'était d'être fidèle à l'œuvre, en fait, plutôt qu'à la figure. Donc, comment tu vis avec ça, le fait de traiter d'un personnage réel, de lui prêter des paroles? Comment tu as travaillé ça dans ton roman? Ben, moi, j'ai une approche physique, physiologique même, anatomique. Ce n'est pas la tête qui écrit, c'est tout le corps qui écrit. Et comme je suis un homme de théâtre et que j'ai formé des acteurs, j'ai développé une approche que j'ai appelée anatomie ludique pour aider les acteurs à jouer différents personnages. Alors, j'ai fait plein d'expérimentations, j'ai créé des exercices assez farfelus aussi. Et ce qui fait que, par exemple, L'Orangeraie, je l'ai écrit en me concentrant sur le cœur, parce que c'est un roman qui bouleverse beaucoup de lecteurs, en fait. Le Tableau final de l'amour, je l'ai écrit en me focusant sur le sexe, parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Donc, je bouge le focus. Donc, ça peut être la tête, le cœur. C'est une approche un peu proche de la méditation, d'une certaine façon. Oui, ben, il faut méditer, il faut être relax, parce que... Oui. On écrit, en fait, il y a de l'énergie qui circule en nous. Et si je veux, par exemple, écrire un essai, ben, c'est évident que ça va être plutôt ma tête qui va... Mais si j'écris de la poésie, j'essaie que ça ne soit pas juste ma tête, parce que ça ne sera pas très intéressant comme poésie. Quand j'ai écrit Cantate de guerre, je savais que c'était un texte difficile, donc j'ai imaginé que je mettais... Vous savez, quand il y a une explosion, on se retrouve avec des débris, des verres cassés, des tessons, des clous rouillés, de la poussière, des morceaux de bois brisés. Alors, toutes ces matières-là, je les imaginé qu'ils étaient en moi, et surtout dans mes doigts et dans mes yeux. Et c'est ça qui m'a permis d'écrire ma pièce. Donc, si j'avais mis de la ouate, des belles plumes, ma pièce n'aurait pas été aussi violente et dure. Puis, est-ce que tu fais ça... Je me questionne vraiment sur la façon de le faire. Est-ce que c'est seulement un focus mental pendant que tu écris ou tu te mets en situation dans une, je sais pas, un peu d'une façon d'un acteur? Dans le fond, tu te mets en jeu quand tu écris? Ça peut arriver que je me mette en jeu. Alors là, il faudrait vraiment qu'il y ait une caméra qui me filme en cachette. Les gens auraient peur. Non, mais on n'entend pas souvent parler de ça. C'est intéressant. Ouais. Mais le plus souvent, en fait, c'est simplement par concentration. Oui. C'est-à-dire... on peut se concentrer et être plus dans ses épaules, plus dans son cœur, plus dans ses yeux, dans son regard, dans ses oreilles, dans les extrémités de son corps, plus dans ses genoux. Enfin, c'est vrai, les acteurs font ça presque... Ben, c'est leur métier. Alors moi, j'ai appliqué le métier de l'acteur au métier de l'écrivain. Oui. Puis justement, je me demandais, tu parlais tout à l'heure du Deuxième mari, un roman que tu as publié il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, un de tes derniers.
où, en fait, tu inverses la domination entre les hommes et les femmes. Donc, c'est l'histoire du deuxième mari qui doit plaire à madame. On est aussi dans un monde imaginaire et c'est dans une société où les femmes dominent les hommes et non l'inverse. Et je me suis demandé, est-ce que c'était pour toi aussi un exercice d'essayer de te mettre à la place d'une femme d'écrire ce livre-là? Ah ben absolument, parce que ma réflexion, c'était pourquoi est-ce qu'actuellement, il y a encore 14 millions de jeunes filles qui sont mariées de force à 12 ans, 13 ans, 8 ans, 9 ans. Je trouve ça révoltant. Et je me dis, ben, je vais écrire un roman où on voit l'inverse, pour provoquer chez le lecteur, chez la lectrice, ce sentiment de révolte. Parce que si c'était des garçons, est-ce qu'on serait aussi indifférent? Parce je trouve qu'on accepte trop facilement ces situations où les femmes, les fillettes sont dominées, manipulées, et parfois elles meurent aussi. Donc, j'ai voulu écrire un roman qui fasse réfléchir sur cette situation difficile. Oui, et c'est ça, et c'est aussi, parce qu'en le lisant, je me disais, c'est aussi une démarche masculine jusqu'à un certain point de vouloir essayer d'être à la place de l'autre qu'on voit pas. Comment dire, dans la littérature, on a souvent, les femmes ont tellement été dans des jeux masculins pendant si longtemps, alors que l'inverse est peut-être moins fréquent. Oui, mais oublie pas, Christiane, que moi, j'écris des pièces de théâtre et je fais parler autant des femmes que des enfants, que des animaux. Oui, ça, c'est ça. Et je fais parler des gens âgés, des gens plus jeunes. Donc, ça a toujours été mon métier. Oui. Je me souviens, une de mes premières pièces que Hélène Loisel avait créée, j'adore Hélène Loisel, pour moi, c'était une grande actrice, et j'avais écrit une pièce, je faisais parler une femme. Ma pièce s'appelle Leçon d'anatomie, et c'était une femme qui était mariée donc à un homme, et bon, ils se divorçaient, et elle avait subi une mammectomie. Et donc, encore là, c'est un sujet très, très difficile. J'étais un jeune garçon, j'avais pas encore 30 ans, je pense, quand on a créé la pièce. Et donc, je faisais parler une femme de 50 ans ou un peu plus. Et à l'époque, on m'a traité, entre guillemets, de féministe, parce que je faisais parler une femme. Moi, un jeune garçon. Et c'était comme si c'était négatif, tu vois. Mais, ah oui, en plus. Mais pour qui se prend-il pour faire parler une femme de 50 ans qui vient d'avoir le cancer du sein? Mais moi, je trouvais ça important parce qu'à l'époque, je cherchais des rôles de femmes. Il n'y avait que des mamans et des putains. Il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins parce que mon personnage était prof d'anatomie ou comment dire ça, biologie? Oui, c'est ça, prof de biologie. Elle avait écrit des livres. Donc, c'était une femme, une scientifique. Donc, il n'y en avait pas beaucoup dans le théâtre québécois des femmes scientifiques. Alors là, j'en faisais parler une, et puis le mari, il ne pouvait pas parler pendant la pièce. Ah, ben voilà, heureusement, les temps ont changé. Oui, mais tu vois, donc, moi, ça fait longtemps que je fais parler les femmes, les hommes, les enfants, ça fait partie de mon métier. Oui, puis ben c'est ça me fait penser à quelque chose que je me demandais en relisant tes plus récents livres. Il y a beaucoup l'idée de réconcilier une dualité ou d'avoir des doubles. Ou la figure du deux là, est extrêmement présente dans tous tes livres. Dans le plus récent, c'est un peu comment avoir l'autre en soi qui est présent. Pourquoi ça? Ben parce que je pense qu'on est toujours plus que ce qu'on est. Je veux dire, oui, on a une personnalité, mais je suis sûr que tous ici, on sait qu'on n'est pas juste ce qu'on est. Il y a quelque chose d'autre. On se dépasse soi-même. Et souvent, la société, notre famille ou nos proches nous empêchent vraiment d'être totalement ce qu'on pourrait être. Mais dans le fond, on a tous la liberté de se dépasser et d'être autre. Parce que quand j'étais tout petit, je m'ennuyais beaucoup et puis j'étais très timide. Puis un jour à l'école, je me suis intégré à une pièce de théâtre et là j'ai découvert une chose incroyable, c'est que je pouvais cesser d'être moi-même pour être un autre, parce que j'abordais un personnage. Et je me suis dit, mon Dieu, que ça fait du bien de cesser d'être soi. Parce que c'est fatigant d'être toujours la même personne. Alors là, j'ai compris qu'on pouvait en fait, changer sa personnalité, la construire. On n'est pas toujours obligé d'être comme les autres nous voient, mais donc on peut être audacieux, on peut se construire. C'est ça qui est formidable, c'est de la liberté, ça. Et donc, c'est pourquoi le double est important chez moi, parce qu'il y a
on peut toujours aussi avoir une personnalité plus secrète, plus cachée, comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Si Un double connu. Oui, c'est ça. Mais on a aussi des personnalités cachées, secrètes, et on peut aussi les révéler à des gens, mais on peut aussi les garder pour soi, mais on peut aussi en avoir plusieurs. Il y a un côté ludique dans le fait d'être soi-même et de ne pas toujours être soi-même. Ben oui, tout à fait. Puis, le ludique revient beaucoup dans ce que tu dis. Puis, en même temps, je vais revenir à Tableau final de l'amour. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, est-ce que, tu sais, il n'y a pas de corps heureux tant que ça dans ta littérature? Il y a beaucoup de corps qui subissent des traumatismes, tout ça. Est-ce que ça existe chez toi? Parce que quand on te voit, quand on t'entend, on n'est pas du tout dans cet univers-là. Est-ce que ça existe des corps heureux dans ton œuvre? Oui, il y en a. Oui, surtout, oui, mais dans Même pas vrai, avec les enfants. Mes animaux sont toujours très heureux. Ah, c'est ça le secret du bonheur! Oui, mes animaux, tout ce que mes personnages masculins de chiens, tu vois, dans Cherry in Love. Oui, c'est ça. Non, il est un petit peu jaloux quand même. Non, mais en fait, tu as raison de dire ça parce que dans ma dramaturgie, j'ai installé le drame dans le corps humain. Et un peu comme Bacon d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que Bacon me fascine, c'est parce que j'ai reconnu une approche que je utilisais moi-même. C'est-à-dire, c'est encore là le principe d'économie. Mes pièces sont aussi assez courtes. Et en fait, donc, l'économie, c'est d'installer tout de suite dans la corporéité le tragique, la faille, la béance, le trou, le problème. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Il faudrait que je fasse une psychanalyse, mais je ne la ferai pas ce soir. OK. Mais est-ce que je peux poser quand même une petite question un peu psychanalytique? Ah, ça dépend. Ça dépend, parce que l'exergue de ton nouveau livre, c'est « Il n'est pas à la beauté d'autre origine que la blessure singulière que tout homme garde en soi ». Donc, je me demandais si tu faisais partie des artistes qui considèrent que l'art naît nécessairement dans la douleur. Ah ou non, je suis totalement contre ça. Ouais. C'est bien, l'art se passe dans la joie, donc. Moi, j'ai une approche esthétique qui vient de l'Inde. J'ai trouvé mon esthétique en Inde, ça s'appelle la rasa. La saveur. Okay. Ah, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, d'abord, c'est une théorie qui est millénaire, bien avant Jésus-Christ. Et en fait, pour les Indiens, enfin, tout ce qui est art doit être créé dans la joie. Et parce que rasa veut dire saveur. C'est-à-dire que, je donne un exemple plutôt concret. Supposons que je suis au théâtre et je dois jouer quelque chose de très dur, très douloureux. Je vais être très heureux de le jouer. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir à jouer une grande souffrance au théâtre, parce que c'est de l'art. Alors, je ne vais pas me sentir complètement défait. Au contraire, il y a une jouissance à jouer la tragédie, le malheur. Par exemple, si un chanteur va chanter « Je vais me suicider ce soir parce que tu n'es plus là », il va être sûrement très heureux de la chanter parce qu'il va être applaudi et tout. Donc, il y a toujours un côté on goûte la saveur du malheur, on goûte la saveur du désespoir. Tu vois, c'est comme ça que je vois l'art. Puis, comment ça s'est passé, cette rencontre-là, avec cette notion-là de rasa? Qui t'en a pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquent dans la société indienne de voir l'art comme ça? Moi, j'ai étudié le Kathakali oui. quand j'étais un jeune garçon. Et donc, là, je suis toujours très curieux. Donc, j'ai lu aussi des textes théoriques. Et là, j'ai lu là-dessus, tu vois. Parce que le grand livre de la théorie s'appelle le Natya Sastra. Donc, c'est très complexe, là. Parce que là, qui dénombre les 47 façons de regarder à gauche, les 57 façons de regarder à droite. OK, dans le Kathakali. Oui, c'est tout. On bouge les sourcils, on bouge le muscle ici, les doigts. En fait, c'est vraiment une sorte de mathématique du corps humain. Oui, OK. Et c'est très différent de la façon dont on approche l'écriture en général, en tout cas. Oui. Oui, vraiment. Puis, je me demandais, Larry, on en parlait, on a parlé plus de tes œuvres aujourd'hui plus récentes, mais ça fait quand même 40 ans que tu es dans l'écriture. Est-ce que tu as l'impression est-ce que tu as un sentiment de maîtrise par rapport à l'écriture maintenant, ou à chaque fois que tu crées quelque chose, tu es dans un nouveau défi, un nouvel environnement? Il y a toujours un défi, mais en même temps, il y a une espèce de
je dirais une assurance du fait que, oui, on a fait quand même beaucoup de pièces et on a écrit des romans et donc... Et on les a terminés. Ben, oui, c'est ça. Ben, vous savez, quand quelqu'un m'appelle pour me dire veux-tu faire ça, ben, je suis un peu plus calme pour dire oui. Mais bon, il y a 35 ans, si on m'avait appelé pour me dire « Veux-tu adapter un roman en opéra », j'aurais peut-être réfléchi pendant 3-4 semaines parce que je me suis dit « Mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile, je ne serais pas capable. » Mais maintenant, je crois que je me dis « Oui, peut-être que j'ai assez de compétences pour le faire. » Mais bon, ça, c'est grâce à l'expérience accumulée. Ouais. Oui, c'est ça. Puis aussi, si tu es vraiment dans la joie, dans la création, c'est peut-être moins aussi non, mais en même temps, moi, si j'écris pas, je suis pas bien. Donc, moi j'ai besoin de me donner des défis aussi. Ça, c'est évident. Oui. Puis là, est-ce que tu veux nous partager ton prochain défi ou c'est secret? Mon prochain défi, mon Dieu, j'en ai plusieurs. Celui, je sais pas, celui de ton choix. Le plus, j'allais dire le plus défiant, le plus, en fait, le plus grand défi. Bah, j'ai jamais écrit de comédie musicale. Et puis là, la pandémie va nous amener à une comédie musicale de Larry Tremblay. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, là, je suis en train de me lancer un défi, là, tu vois. Ah ben, ici, c'est diffusé sur Facebook, ça va rester. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. On verra. On verra. Ouais. Si ça fait un prochain livre. Puis l'autre chose, bon, c'est ça, tu as une bonne carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais enseigner aux jeunes écrivains? Parce que tu as longtemps enseigné, tu le disais, aux jeunes acteurs et tu as développé certaines... Est-ce que maintenant, tu as des apprentissages que tu aimerais partager avec... Non, je n'aime pas dire, voilà, c'est comme ceci, c'est comme cela. Chacun découvre... en fait, on a tous en soi quelque chose, il faut le développer. Bon, bien sûr, j'ai enseigné l'écriture dramatique et le théâtre, on donne des exercices et des choses comme ça, mais l'essentiel, ça vient de la personne. Et donc, j'ai pas de conseils ou de sagesse à transmettre. Ou il n'y a pas de méthode qui s'est... Non, j'aime pas non plus les messages. Donner un message. Non, c'est ça. Non, mais c'est correct. C'est la liberté. C'est la célébration de la liberté, c'est parfait. Et de la blessure singulière dont on parlait tout à l'heure. Oui, moi, je pense que, tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu prends un verre avec et tu discutes et là, tu peux peut-être allumer quelque chose comme ça, tu vois. Oui, c'est ça. Puis voilà, là-dessus, sur cette invitation à aller vers soi, je me tournerai vers le public. Oui, est-ce qu'il y aurait des questions de votre côté? Pour Larry Tremblay, on est allé quand même vite à travers toutes ces nombreuses œuvres. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et c'est Catherine Lefrançois qui se dirigera vers vous avec un micro dans lequel vous pourrez parler. Ah oui, en arrière, là-bas. Moi, je la garde. OK, il faut que je parle dedans. OK. En fait, moi, je suis étudiante à l'Université Laval. Je fais le bac en théâtre. Puis, je suis en train de faire mon projet final avec un corpus de vos œuvres. Donc, je voulais savoir quel était votre degré d'ouverture par rapport à ça. Au sens que ça peut... Je n'ai pas trop compris la question, là. En fait, je veux construire un projet sur un corpus de certaines de vos œuvres. Puis, dans le fond, éventuellement, ça va me prendre des droits d'auteur, etc. Donc, je voulais savoir si vous étiez ouvert à ça. Ah, bien écoutez, quand quelqu'un fait des recherches, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est ouvert, il n'y a aucun problème. Oui, non, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent consulter les œuvres, les citer, en autant qu'il y ait des références. Non, il n'y a pas la notion de droit d'auteur dans une recherche universitaire. Oui, est-ce que c'est de la création, peut-être? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Ah, c'est de la création. Je suis en recherche en ce moment pour une création. Donc,
oui, la recherche, je comprends qu'il n'y a pas de droit d'auteur, mais pour justement une future création. Ah oui, ben, ça dépend à ce moment-là. Si c'est dans le cadre universitaire, il peut y avoir des droits d'auteur, mais c'est minime à ce moment-là. Oui, je pense que le mieux, c'est de contacter en fait tes éditeurs. Non, mon agence. Ton agent. Mais Voilà. en général, c'est minime parce que c'est le contexte universitaire. Alors, ça, c'est pas grand-chose dans le fond. Est-ce que tu suis les recherches sur ton œuvre, Larry? Ça me fait En poser fait, cette question-là. ça m'arrive de lire. Il y a quelqu'un qui a écrit un mémoire sur le Christ obèse. Il me l'a envoyé, je l'ai lu. C'est assez étonnant. C'est quand même 120 pages, un mémoire de maîtrise? Oui, dans ces eaux-là. Et on apprend énormément de choses. Sur soi-même, hein? Non, pas sur soi-même, Sur son œuvre? mais sur son œuvre. Ben oui, c'est ce que je voulais dire. Mais étonnant, parce qu'il avait une hypothèse de départ en disant que le Christ obèse, c'est théologique. Mais c'est anti-théologique. C'est-à-dire, j'ai fait l'inversion. Moi, ce qu'il a expliqué ça. En tout cas, c'est comme si j'avais mis à l'envers la théologie dans un roman. Oui. Donc, est-ce que tu es d'accord? Ben, écoute, j'ai trouvé que c'était très, très bien structuré. Et puis, oui, pourquoi pas? Oui, je suis d'accord, mais c'est peut-être pas nécessairement la seule façon d'interpréter le rêve. Pas le rêve, mais le Christ obèse. Mais c'est quand même une façon de le voir, oui, et de le comprendre. Oui, absolument. Oui, mais c'était pas nécessairement conscient. C'est ça qui est peut-être qui est étonnant dans les études, c'est que c'est peut-être pas nécessairement toujours des intentions conscientes, mais qui pourtant peuvent être lues dans le texte. Oui, donc on apprend. Ben, c'est sûr qu'on lit pas tout ce qui se fait sur nos œuvres parce que je pense que c'est pas un intérêt soutenu. Mais quand quelqu'un prend la peine de passer 2 ans de sa vie sur un de tes romans puis qu'il te l'envoie, je pense que la moindre des choses, c'est de le lire. Oui. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que c'est drôle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? C'est fort silencieux. Non? Oui. Oui? Il y a un monsieur en avant. Est-ce qu'il faut le lire dans... Catherine, est-ce qu'il faut dire dans le micro pour nos auditeurs? Attendez un On est petit sur, peu. on Le est micro sur va arriver, Facebook, monsieur, ouais, aussi. pour le réseau. Ouais. Dans l'orangerie, de mon souvenir, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, il me semble qu'il y avait un seul personnage féminin qui était celui de la mère, Tamara. Ben, il y avait la grand-mère, mais disons qu'on ne la voit pas vraiment. Ce qui me surprend quand je relis des choses sur l'orangerie, c'est qu'on dirait que ce personnage féminin-là, finalement, a un rôle beaucoup plus important qu'il n'apparaît à prime abord, où on a l'impression que c'est un monde d'hommes. Mais il y a cette femme-là, et j'aimerais savoir comment vous voyez ça, ce personnage-là, surtout du fait peut-être que j'avais la perception que dans la plupart des autres pièces et des autres romans que j'ai lus, mais surtout les pièces que j'ai vues, c'était beaucoup un monde d'hommes, dans les pièces de théâtre que j'ai vues de vous, en tout cas. Ben, en fait, dans l'orangerie, il y a Tamara, il y a sa sœur Dalima. Et dans l'adaptation pour l'opéra que je viens de faire, j'ai donné plus d'importance à Dalima, parce que dans le roman, c'est son mari, oncle Mani, qui dévoile la vérité à Ahmed. Dans l'opéra, j'ai laissé tomber oncle Mani, et c'est Dalima donc c'est une mezzo-soprano, parce qu'à l'opéra, c'est très important d'avoir aussi différentes couleurs de voix, et là, je trouvais que ça manquait vraiment de voix féminine. Alors, j'ai enlevé oncle Mani, excuse-moi, oncle Mani, et puis ça a permis à une mezzo-soprano d'avoir un espace de chant beaucoup plus important. Tamara est un personnage très, très important dans l'orangerie, parce que et on me demande d'ailleurs souvent, parce que, vous savez, c'est une histoire un peu comme le choix de Sophie, là, lequel des 2 enfants va finalement porter une ceinture d'explosifs pour commettre un truc horrible. La maman choisit un tel, le papa un autre, et les enfants font un échange. Mais souvent, on me demande, mais toi, Larry, l'auteur, est-ce que tu es du côté du père ou du côté de la mère? Et évidemment, ma réponse, c'est ce que je dis souvent, c'est moi, je suis du côté de la maman. J'ai souvent donné des conférences, puis
beaucoup de femmes qui viennent me voir après, des femmes aussi qui ont vécu dans ces pays-là, et certaines d'entre elles me demandent d'écrire la suite, parce qu'elles veulent savoir si la maman, qu'est-ce qui s'est passé avec la maman, et si la maman va retrouver son fils lorsqu'il va en Amérique. Donc, ça les préoccupe parce qu'elles voudraient savoir un peu plus sur la maman. Est-ce que tu as été tenté de répondre à la demande? Ben, j'ai trouvé intéressant que des femmes d'une autre culture puissent me dire que oui, c'est vraiment comme ça qu'elles ressentent la problématique et qu'elles voudraient savoir, une fois que, si jamais Tamara réussit à aller dans un autre pays pour revoir son fils, elle aimerait assister au retrouvailles, je pense. Mais bon, je n'ai pas dit que j'allais écrire une suite à l'Orangerie. Là, ça serait un défi énorme parce que il faut qu'il y ait une action aussi. Alors, est-ce qu'il faudrait créer une autre problématique? Et oui, sûrement, ce serait possible. Mais on ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je n'ose pas trop le dire comme ça, parce que c'est enregistré. Mais pour en revenir à votre question aussi, oui, il y a, dans le tableau final de l'amour, c'est aussi un monde plus masculin, mais c'est grâce à un personnage féminin que j'ai réussi à terminer mon roman. Ça me prenait un personnage féminin très fort, alors j'ai inventé le personnage de Maggie, qui va amener mon personnage, le Francis Bacon fictif que j'ai imaginé, à peindre autrement, à vivre autrement. Donc, souvent, le personnage féminin va venir changer la donne et faire en sorte que l'action aille ailleurs. Mais ça dépend, comme là, dans Coup de vieux dont je viens de parler, il y a 3 personnages féminins, 3 personnages masculins. Donc, ça dépend des pièces. Des voix qui te viennent à l'esprit. Oui, des voix. Comme quand j'ai évoqué la leçon d'anatomie, là, ce n'était qu'un personnage féminin. Là, j'en ai écrit beaucoup de pièces, mais je n'ai pas tout en tête. Oui, ben, il y en a. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'après, naturellement, on a certaines. Je sais pas. C'est comme le ventriloque. Le personnage principal, c'est une jeune fille de 16 ans, Gabi. Donc, il faudrait analyser mes pièces pour voir... Oui, c'est ça, tu t'auto-analyses pas par rapport à ça. Mais j'ai pas fait le décompte des personnages ou masculins ou féminins, mais je sais que l'Orangerie, il y a beaucoup de personnages masculins parce que j'avais pas le choix, étant donné que c'est une culture où les hommes se mettent de l'avant et que les femmes restent dans les maisons. Alors, là, et on le voit aussi à l'opéra, il y a que deux voix féminines, tous les autres sont des voix masculines. Oui, et d'ailleurs, ce sera à Québec. Oui, il y a 2 questions ici, en avant. Oui, on va attendre le micro. Je voulais continuer avec Tamara, qui m'a beaucoup touchée, moi, dans le roman. Je l'ai lu quand il est sorti. J'ai écrit une réflexion pour, en tout cas, de mes collègues sur le sujet. Mais Tamara, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, elle se retire. Il y a un côté méditatif chez elle pour essayer de trouver la voie. Hein. Ça m'a vraiment touchée. Puis, sans vous connaître, à ce moment-là, quand je l'ai lu, j'ai dit « Ah, il doit être dans une capacité de méditation pour trouver sa voie à lui. » C'est comme ça que ça a eu écho chez moi. Et puis, tout d'un coup, puis ça fait quand même un bon bout de temps que ça a été publié, ça, l'Orangerie, l'image ou la parole qui m'est restée, c'est qu'il y a eu comme une coupure, puis là, la poésie est sortie, puis Tamara a dit les hommes, c'est comme du papier de cigarette, je pense, quelque chose comme ça. C'est comme, ils se dessèchent comme des feuilles de tabac. Ils se dessèchent comme des feuilles de tabac. Oui. Exactement. Et donc, là, je me suis dit, mais c'était tellement bien dit que moi, je me suis dit, ah, mon Dieu, quelle poésie! C'est comme s'il y avait eu de la poésie qui moi, m'a saisie, mais qui m'a permis aussi de voir autrement. C'est comme si l'intrigue était présente, mais elle m'a mis sur un chemin parallèle. Fait que ça, je m'en souviens encore, puis je l'ai lu il y a plusieurs années, mais ça m'a touchée de voir qu'il pouvait y avoir des changements de registre à un moment donné qui nous amènent ailleurs. Oui, souvent, c'est un petit mot comme quand Tamara s'adresse à la Lune,
La lune est comme une empreinte d'ongles dans la chair du ciel. Et c'est des petites images comme ça qui fait qu'on est dans une forme de lyrisme qui est un peu oriental. Ça prend pas beaucoup, finalement, pour voyager, être ailleurs et être avec cette Tamara qui s'adresse à la Lune. Elle dit que la lumière de la Lune est empruntée au soleil, à celle du soleil. Donc, encore là, il y a le rapport féminin et masculin. Je me souviens d'une conversation, j'étais en Allemagne avec ma traductrice allemande et on parlait de cette fameuse scène où Tamara s'adresse à la Lune. Et Tamara est une femme, la Lune, en français, c'est féminin, mais vous savez, en allemand, c'est c'est der Mond. Et donc, ça fonctionnait beaucoup moins en allemand, parce que moi, quand j'ai écrit la scène, c'était une femme qui s'adresse à une femme, enfin, s'adresse à la Lune. Et en allemand, le soleil est féminin, dit Zone. Et donc, d'une langue à l'autre, on découvre des choses. Par contre, il y a sans doute en allemand des passages qui vont sonner différemment, avec peut-être plus de puissance. Mais là, je me souviens de cette conversation. Mais c'est vrai que c'est des détails qui, dans la traduction, deviennent tout un coup, qui nous mettent justement en face les propriétés de notre langage. Vraiment. Oui, absolument. Pour compléter, je suis vraiment impressionnée que vous vous souveniez de toutes vos citations, votre livre, en fait, vos citations. Vous citez le tabac et tout ça, comme si ça avait été écrit hier. Oui, mais n'oubliez pas que j'ai écouté l'opéra il y a 2 jours. Ouais. Il y a des phrases qui sont restées quand même, les passages lyriques surtout sont restés dans l'opéra, oui. Oui, moi, c'est simplement, vous avez lancé une idée, ça serait très chouette d'avoir une comédie musicale de Larry Tremblay. Donnez-moi une idée tout de suite, madame. En tout cas, qu'il y ait des femmes dedans. Il peut y avoir des hommes aussi, mais quelque chose qui... D'accord. Une comédie musicale où Tamara qui est manifestement un personnage très aimé. Voilà. Oui, non, d'accord, ça va s'appeler Une femme. Un chien jaloux. Le chien jaloux. Non, mais c'est vrai que la comédie musicale, ça peut être un défi pour moi. J'aime tout ce qui est musical, puis j'aime la danse, puis j'ai une formation de danseur aussi. Alors... Oui, avec du katakali, on a quand même des belles contraintes, là. En tout cas, je vais réfléchir. C'est comme quand on m'a demandé d'écrire la suite pour Tamara. J'ai dit oui, je vais réfléchir. Merci beaucoup, Larry, de ton ouverture à toutes les propositions et aussi merci pour cet entretien. C'était fort réjouissant. Merci à vous, à ceux qui nous ont suivis en ligne, à BCF Avocat d'affaires qui permet de présenter ces entretiens et ces tables rondes. Donc voilà, merci beaucoup et bonne fin de festival. Merci beaucoup. Merci.